Et si je vous disais que vous n'avez jamais été brisé dès le départ? Cette question remet en cause une croyance profondément ancrée que beaucoup portent, l'idée qu'ils sont en quelque sorte défectueux, inadéquats ou ont besoin d'être réparés. Des expériences de l'enfance aux pressions sociétales et aux traumatismes passés, d'innombrables personnes intériorisent la notion qu'ils ne sont pas suffisants tels qu'ils sont. Cette croyance alimente un cycle incessant d'amélioration personnelle enraciné dans l'hypothèse que le bonheur et la valeur doivent être mérités par une correction constante. Pourtant, le simple fait d'essayer de se réparer renforce souvent l'illusion d'être brisé. La vraie croissance ne commence pas par le rejet mais par l'acceptation, la compréhension que vous êtes déjà entier. Cette perspective transforme le parcours d'un effort incessant en une découverte de soi compatissante. En explorant cette idée, nous examinerons d'où vient la croyance en une inadéquation inhérente, comment elle façonne la santé mentale et le comportement, et pourquoi l'acceptation radicale, et non le rejet de soi, est le fondement d'un changement significatif et durable. Le sentiment omniprésent d'être fondamentalement défectueux n'émerge pas dans le vide, il est soigneusement construit à travers des années de messages subtils et explicites. Dans l'enfance, nos cerveaux en développement sont particulièrement vulnérables à l'intériorisation des conditions posées sur l'amour et l'acceptation. Lorsque les gardiens, souvent involontairement, lient l'affection à la performance, que ce soit par des éloges pour les réalisations ou un retrait lors des échecs, les enfants apprennent une équation dangereuse. Ma valeur égale ce que je fais. Cet amour conditionnel crée des voies neuronales qui associent faire des erreurs à être indigne d'amour. La distinction entre la culpabilité, j'ai fait quelque chose de mal, et la honte, je suis mauvais, devient ici cruciale. Une culpabilité saine permet une correction de trajectoire sans autocondamnation, mais la honte, souvent instillée par des critiques ou punitions sévères, grave la croyance d'une mauvaise inhérente dans l'identité. Les étiquettes précoces comme l'enfant difficile, la dramatique ou la déception agissent comme des tatouages psychiques, colorant la perception de soi des décennies plus tard. Ce ne sont pas juste des mots que les enfants entendent, ils deviennent le monologue intérieur des adultes qu'ils deviennent. Le renforcement culturel commence là où le conditionnement familial s'arrête. Nous vivons dans une société qui profite de nos insécurités, une industrie de l'auto-assistance de 10 milliards de dollars qui dépend des gens croyant qu'ils sont incomplets. Les réseaux sociaux ont amplifié exponentiellement cet effet, créant d'innombrables opportunités de comparaison défavorables. Là où nous nous comparions autrefois à des voisins ou camarades de classe, nous nous mesurons maintenant à des moments forts soigneusement sélectionnés de milliers de personnes. L'essor de la positivité toxique, qui nie les luttes humaines normales, ajoute une autre couche. Non seulement nous devons réussir, mais nous devons le faire sans effort et avec une gratitude parfaite. Le processus d'intériorisation est là où ces messages deviennent identité. La fusion cognitive, le mélange des pensées avec la réalité, transforme des pensées passagères comme j'ai échoué à cela en croyances fondamentales comme je suis un échec. Le critique intérieur, qui peut avoir initialement évolué comme mécanisme de protection, si je me critique d'abord, les critiques des autres feront moins mal, devient un tyran. Les neurosciences montrent que ces modèles ne sont pas juste psychologiques, ils remodèlent physiquement nos cerveaux, créant des voies neuronales bien usées de doute de soi qui s'activent automatiquement face aux défis. Le paradigme d'amélioration personnelle si répandu dans notre culture contient une faille fondamentale, il est basé sur la prémisse que nous sommes inadéquats tels que nous sommes. Cela crée un paradoxe où chaque tentative de croissance renforce l'insécurité même qui la motive. Considérez comment la plupart des objectifs fonctionnent. Nous nous déclarons inacceptables jusqu'à ce que nous atteignions un état futur. Le langage que nous utilisons révèle le problème. Nous parlons de nous réparer comme si nous étions des objets cassés, de travailler sur nous-mêmes comme si nous étions des projets, et de nous améliorer comme si notre version actuelle était inférieure. Cette approche mène à ce que les psychologues appellent le tapis roulant hédonique. Nous continuons à avancer mais n'arrivons jamais vraiment. Chaque objectif atteint établit simplement un nouveau point de référence. Perdre 5 kilos? Maintenant vous avez besoin de tonus musculaire. Obtenir une promotion? Maintenant vous avez besoin d'un poste plus élevé. Le système de récompense du cerveau, évolué pour la survie, s'adapte rapidement aux nouvelles circonstances, nous maintenant perpétuellement insatisfaits. Ce n'est pas un échec personnel, c'est comment notre neurobiologie interagit avec la culture de réussite moderne. Le renforcement de la honte est particulièrement insidieux. Lorsque nous abordons la croissance personnelle à partir d'un modèle de déficit, je ne suis pas assez bien, chaque faux pas confirme nos peurs les plus profondes. Le biais de négativité du cerveau, qui a évolué pour prioriser les menaces, fait que nous nous souvenons de nos échecs plus vivement que de nos succès. Cela crée une image de soi déformée où les revers temporaires semblent des vérités éternelles. L'autosurveillance constante requise par cette approche mène à la fatigue décisionnelle et à l'épuisement émotionnel,
rendant ironiquement la vraie croissance plus difficile. La recherche en psychologie de la performance révèle une vérité contre-intuitive. La pression d'être parfait inhibe en fait la croissance. Le cortex préfrontal du cerveau, responsable de la pensée d'ordre supérieur, s'affaiblit sous le stress du perfectionnisme. Cela explique pourquoi les gens performent souvent moins bien en essayant le plus d'être parfaits. L'effort même pour éviter les erreurs crée les conditions mentales qui les produisent. L'alternative, l'acceptation de soi, ne consiste pas à abandonner, mais à créer la sécurité psychologique nécessaire pour un développement authentique. Le concept radical de suffisance va à l'encontre de tout ce que notre culture obsédée par la réussite enseigne. Pourtant, des montagnes de recherche psychologique soutiennent son pouvoir transformateur. Le travail fondateur de Carl Rogers sur la considération positive inconditionnelle a démontré que les gens grandissent le plus efficacement dans une atmosphère d'acceptation. Des études ultérieures sur la théorie de l'autodétermination ont confirmé que la motivation intrinsèque, faire des choses parce qu'elles comptent pour nous, mène à de meilleurs résultats que la motivation extrinsèque, faire des choses pour prouver notre valeur. Développer un attachement sécurisé à soi-même pourrait être le travail psychologique le plus important que nous puissions entreprendre. La plupart d'entre nous sommes en relation avec nous-mêmes comme nos premiers gardiens l'étaient, avec des conditions. La thérapie des systèmes familiaux internes révèle comment nous intériorisons ces schémas relationnels, créant ce que nous pourrions appeler un style parental intérieur. Quelqu'un avec une autocritique sévère n'est pas méchant avec lui-même, il recrée la seule forme de soin qu'il a apprise. Le travail consiste à développer consciemment une nouvelle voix intérieure qui offre ce qu'un bon parent fournit, sécurité, compréhension et guidance sans condamnation. Les pratiques de pleine conscience offrent des outils concrets pour ce changement. Là où l'amélioration personnelle traditionnelle dit changer vos pensées, la pleine conscience nous enseigne à observer les pensées sans nous identifier à elles. Les neurosciences montrent que cette pratique recable littéralement le cerveau, affaiblissant les voies neuronales de l'auto-jugement tout en renforçant celles de la conscience objective. Les approches somatiques ajoutent une autre dimension. En prêtant attention aux sensations corporelles sans essayer de les réparer, nous apprenons à être avec l'inconfort plutôt que de le fuir. Cela construit une résilience émotionnelle bien plus efficacement qu'aucune affirmation positive ne pourrait le faire. L'écriture personnelle fournit un pont puissant entre les schémas inconscients et la conscience. Lorsque nous externalisons notre dialogue intérieur sur papier, nous pouvons repérer des schémas de pensée destructeurs qui opèrent normalement de manière invisible. La recherche montre que l'écriture expressive améliore non seulement la santé mentale mais améliore même la fonction immunitaire, une démonstration frappante de comment changer notre relation avec nous-mêmes affecte tout notre être. Ces pratiques ne consistent pas à atteindre un état de béatitude, mais à développer la capacité d'être présent à la réalité telle qu'elle est, y compris nos moins imparfaits. Le passage de la réparation à l'épanouissement nécessite rien de moins qu'un recadrage complet de la croissance personnelle. Là où la réparation part du rejet, je ne suis pas assez bien, l'épanouissement commence par l'acceptation, je suis digne tel que je suis. Cela n'élimine pas les objectifs ou l'amélioration, cela change leur fondation. Au lieu de fuir la haute, nous nous dirigeons vers le sens. La question se transforme de comment puis-je devenir digne? À que ferais-je si je savais déjà que j'étais digne? Cette approche s'aligne avec les dernières découvertes en psychologie positive et neurosciences. Les études sur l'autocompassion montrent systématiquement que les gens qui se traitent avec gentillesse, plutôt que de manière critique, démontrent une plus grande résilience, motivation et suivi. Le système de menace du cerveau se calme lorsque nous cessons de nous attaquer nous-mêmes, libérant de l'énergie mentale pour la résolution créative de problèmes. Ce qui ressemble à une auto-acceptation douce crée en fait les conditions optimales pour des réalisations durement gagnées. Dans les relations, ce changement est révolutionnaire. Lorsque nous cessons de nous voir comme des projets, nous cessons de voir les autres comme des juges. La performance épuisante d'essayer de paraître ensemble cède la place à une connexion authentique. Les frontières émergent naturellement de l'autorespect plutôt que d'être forcées par la volonté. Nous devenons capables d'être avec l'inconfort des autres sans nous précipiter pour nous réparer afin de les mettre à l'aise. Ironiquement, en nous concentrant moins sur le fait d'être aimés, nous devenons plus véritablement aimables. Le paradoxe ultime est ceci: en acceptant notre intégrité, y compris nos imperfections, nous accédons à notre plein potentiel. La croissance devient non pas une mesure d'urgence pour corriger des déficiences, mais une expression naturelle de notre humanité. Cela ne signifie pas que le travail est facile, le conditionnement est profond, mais cela signifie que le travail devient durable. Là où la réparation mène à l'épuisement, l'épanouissement crée de l'énergie. Là où la réparation demande « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», l'épanouissement se demande « qu'est-ce qui est possible pour moi ?». Les réponses à ces questions mènent à des vies entièrement différentes.
La poursuite incessante de l'amélioration personnelle nous a menés sur un chemin dangereux, où nous avons confondu notre humanité avec de la rupture. On nous a vendu le mensonge que nous avons besoin d'être constamment réparés, que notre valeur est conditionnelle à une future version de nous-mêmes. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'avez jamais été défectueux dès le départ. Chaque prétendu défaut, chaque moment de lutte, chaque imperfection fait simplement partie de la belle complexité qui vous rend humain. La vraie transformation ne vient pas du rejet de soi, mais d'une acceptation radicale de soi. Lorsque nous cessons de nous voir comme des problèmes à résoudre et commençons à nous embrasser comme des êtres entiers à comprendre, tout change. La croissance devient moins une question de réparation et plus une question de déploiement, de découvrir qui nous sommes vraiment sous tous les degrés et sensés. Imaginez ce qui devient possible lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de vous réparer, et commencez à diriger cette énergie vers la vie. Lorsque vous cessez de vous mesurer à des standards impossibles et commencez à apprécier les dons uniques que vous seul pouvez apporter au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la croissance, il s'agit de finalement grandir dans la bonne direction. Au final, votre valeur n'est pas quelque chose que vous gagnez grâce à l'amélioration personnelle. C'est votre droit de naissance. Vous n'avez pas besoin de devenir digne, vous l'êtes déjà. L'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre aujourd'hui est d'arrêter d'essayer de vous réparer et simplement vous laisser être. Pas parfait. Pas poli. Juste présent. Juste vous. Et cela, il s'avère, a toujours été suffisant.